Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter pendant environ une demi-heure, je pense, une synthèse qui regroupe 3 présentations en fait. Une présentation du groupe INSA que j'ai énormément raccourcie pour vraiment ne donner que les informations principales. Une présentation plus spécifiquement de ce qu'on propose à l'INSA Centre-Val de Loire, notamment en termes de formation, puisque ça, c'est un petit peu différent d'un INSA à l'autre. Et enfin, il y a une partie qui est assez détaillée sur tout le processus de recrutement, là que je vais dérouler complètement, même si, bien sûr, j'imagine, vous êtes chacun intéressé par un niveau de recrutement et pas forcément les autres. Mais comme c'est la présentation qui va être enregistrée et qui va rester ensuite comme trace de la journée porte ouverte, je vais faire la présentation en entier. Et pour des raisons pratiques, à la fin, bien sûr, vous pourrez poser des questions, mais je vais essayer de ne pas trop m'interrompre en cours de route pour garder le fil conducteur jusqu'à la fin, du fait que c'est enregistré. Donc, au niveau du groupe INSA, j'ai gardé seulement 3 diapositives essentiellement. Une qui présente le groupe. Donc, le groupe INSA, c'est 14 écoles, 13 en France, une au Maroc. 7 INSA en France et 6 écoles partenaires. Donc, une école partenaire, ça veut dire une école qui conçoit ses formations comme un INSA, c'est-à-dire avec les mêmes principes éthiques, donc notamment d'ouverture, aussi bien sur l'international que ouverture sociale, que ouverture à des profils spécifiques. Je vais vous parler de tous les étudiants qui ont des projets particuliers, qui sont dans des filières sport-études, art-études ou autres. Et donc, tout ça participe au fait de former des gens qui soient le plus ouverts d'esprit possible, à la fois parce que professionnellement, ça leur permettra d'être plus agiles et de mieux saisir certaines opportunités. Et puis surtout, ça les prépare à travailler avec des gens de toutes origines, de toutes cultures, et d'être plus facilement à même de dialoguer avec des gens différents de leur propre, on va dire, cursus de vie. Ce sont toutes des écoles en 5 ans, ce sont toutes des écoles publiques, ce sont toutes des écoles avec le même standard de formation, avec une ouverture sur la recherche, une ouverture sur l'international, etc. Donc, les 7 INSA que vous voyez sur la carte de France du haut et les 6 écoles partenaires sur la carte du bas. L'INSA international Euro-Méditerranée est à Fès, au Maroc. Donc, les INSA sont des établissements publics, hein, ça c'est très important. On a encore parfois des questions là-dessus. Donc, les droits d'inscription, c'est actuellement 601 € et ce sont les mêmes pour toutes les écoles qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a des écoles publiques qui dépendent d'autres ministères qui obéissent à d'autres statuts et d'autres modes de fonctionnement. Les écoles centrales, par exemple, les écoles des mines, dépendent du ministère de l'Industrie. Ce sont toutes des écoles habilitées par la commission du titre d'ingénieur, qui est l'organisme qui audite régulièrement les écoles et qui leur donne des recommandations pour améliorer la formation et qui potentiellement peut les sanctionner en diminuant leur durée d'habilitation, voire en leur interdisant de recruter des élèves pour délivrer le diplôme d'ingénieur. C'est très rare, bien sûr, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est vraiment une garantie de qualité de la formation. Donc faites attention quand vous regardez des écoles d'ingénieurs ou parfois qui s'appellent écoles d'ingénierie, qu'elles ont bien le logo de la CTI. Sinon, ça veut dire que la formation ne répond pas aux standards on va dire, du monde des ingénieurs, puisque dans la CTI, vous avez des représentants des employeurs, des représentants des syndicats d'ingénieurs et de cadres, et des représentants du monde universitaire. Les missions des INSA, ce n'est pas seulement de former des ingénieurs, hein, c'est de former aussi des docteurs. Dans certains INSA, également des architectes ou des paysagistes. Et c'est aussi de contribuer à la recherche scientifique. Donc, j'en parlerai un petit peu. Ça a un impact, ça veut dire que toutes nos formations sont adossées à des laboratoires de recherche et que la majorité des enseignants sont aussi des chercheurs qui travaillent sur les innovations de pointe dans leur domaine. En quelques chiffres, c'est presque 20 000 élèves ingénieurs maintenant. Le groupe a beaucoup grandi.
avec de nouvelles écoles partenaires, un INSA supplémentaire depuis 2 ans. C'est plus de 3000 diplômés chaque année, ingénieurs. Vous voyez les chiffres, 44 architectes et 32 paysagistes en 2021. C'est à peu près un flux assez stable. C'est aussi beaucoup d'étudiants en doctorat. Donc 1200 doctorants, ça veut dire en gros 400 thèses et donc 400 diplômes de docteur remis chaque année, puisque la moyenne de durée d'un doctorat, c'est 3 ans en sciences et techniques. C'est un taux de filles qui n'est pas encore la parité, mais qui est plus élevé que dans un certain nombre d'autres écoles. Donc, on tient à le signaler. C'est aussi un taux de boursiers assez élevé. Donc, on a une vraie ouverture et une vraie diversité sociale. J'en parlerai après. Il y a des aides aussi pour les étudiants qui n'ont pas des très gros revenus pour leur permettre d'assumer leurs études dans de bonnes conditions. Et c'est un réseau de presque 100 000 ingénieurs dans le monde. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel pays, vous pouvez compter sur des ingénieurs INSA dans le pays où vous allez. Que ce soit en Mongolie, au Vietnam, en Argentine, vous trouvez des relais locaux, évidemment dans toutes les villes en France, bien sûr. Je précise aussi que le réseau des anciens diplômés INSA regroupe tous les diplômés de tous les INSA. Donc c'est un vrai réseau, on va dire, unifié à l'échelle du groupe. Bon, et puis plus de 3500 personnes, notamment des enseignants et des chercheurs, mais pas seulement. Au niveau de l'insertion professionnelle, pour finir, il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas tellement de savoir si on va trouver un emploi, c'est plutôt quel emploi, où et dans quelles conditions. Je précise que les chiffres sont donnés par une enquête nationale qui est faite par la Conférence des grandes écoles. Ce n'est pas nos chiffres maison. Donc, on ne les a pas bidouillés, ce n'est même pas nous qui les avons calculés. Par contre, il faut savoir que ce pourcentage est calculé sur les réponses reçues à l'enquête. Donc, ce n'est pas forcément exactement 97% de tous les diplômés. C'est 97% des diplômés qui ont répondu à l'enquête. La durée de moyenne de recherche d'emploi est très courte, puisqu'en fait, la majorité sont embauchés dans la foulée de leur stage, donc avant même d'avoir le diplôme. Et le salaire brut à l'embauche, là, si on vous divise par 12, c'est 3100 € brut par mois. Ce qui est, on va dire, la bonne moyenne des écoles d'ingénieurs. Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Après, vous avez des effets régionaux très forts. Dans les grandes métropoles où le logement est cher, le salaire d'embauche est un peu plus élevé parce qu'il faut pouvoir payer le logement tout en gardant un niveau de vie comparable. Donc, avant d'aller plus loin, toujours un rappel que j'aime bien faire sur ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est très multitâche. C'est quelqu'un qui est capable d'imaginer, de concevoir des produits ou des systèmes très techniques. Donc, il doit avoir une formation scientifique solide, complète, assez diversifiée, parce qu'on conçoit rarement un système ou un objet qui ne fait appel qu'à un domaine des sciences. Mais c'est aussi être capable de l'améliorer, de le développer dans le temps, d'introduire des nouvelles technologies dans un système existant, mais aussi de produire, de fabriquer, de suivre la production, de faire en sorte que l'outil de production soit performant, toujours au niveau technique dont on a besoin. C'est de savoir le contrôler, le faire fonctionner, éventuellement à distance, et jusqu'à l'adapter pour le vendre à des clients en fonction de leurs besoins. Donc, et là, je parle de systèmes complexes. Par exemple, un hélicoptère n'est pas équipé de la même façon pour un usage militaire, pour du secours en montagne ou pour du transport de VIP. Donc, il y a des problèmes de version, de matériel, d'équipement qui nécessitent l'intervention d'ingénieurs et pas seulement une négociation commerciale. Au niveau de la formation, il y a 3 grands domaines qui sont indispensables. Il y a tout ce qui va concerner les propriétés de la matière, puisqu'on va fabriquer des objets avec certains matériaux qui doivent être choisis en fonction de leurs propriétés. Donc, il faut être capable de comprendre les propriétés des matériaux, leurs enjeux, ce qu'on peut faire avec ou pas, dans quelle situation un matériau est adapté ou pas. Donc ça, c'est essentiellement de la physique-chimie. Ça va même jusqu'à la biologie, puisque pour les biotechnologies, on travaille sur du matériau qui peut être du matériau vivant. Ensuite, vous avez tout ce qui va être lié à
la production, l'utilisation, le transfert, le transport et l'utilisation d'énergie. Donc, vous allez avoir tout le domaine du génie électrique, tout le domaine du génie mécanique, tout le domaine de la thermique et de l'énergétique. C'est vraiment le gros morceau de ce qu'on appelle usuellement les sciences de l'ingénieur. Et puis enfin, vous avez tout ce qui est contrôler l'information, c'est-à-dire être capable, avec des systèmes d'instrumentation, de capteurs, de recueillir de l'information, de la traiter, éventuellement de la numériser, de la transmettre, de faire des calculs avec. Donc ça va regrouper tout ce qui est traitement du signal, mathématiques, informatique et même de l'électronique pour la captation de signaux. Donc voilà, c'est les trois grands domaines. Donc dans une école d'ingénieur, vous faites forcément de ces trois domaines-là. Le dosage, après, change suivant la spécialisation. Si vous êtes informaticien, vous allez faire beaucoup plus le dernier secteur. Si vous êtes chimiste, beaucoup plus le premier. Et vous aurez forcément un petit peu des autres domaines aussi. Maintenant, je vais parler un petit peu plus spécifiquement des formations qu'on propose à l'INSA Centre-Val de Loire. Le schéma des formations est très proche d'un INSA à l'autre. Par contre, chaque INSA a ses spécialités avec des programmes un peu différents. Donc, on a 2 campus. On approche bientôt des 1800 étudiants, donc presque 900 sur chaque campus. Là, vous avez l'évolution des effectifs. Donc, on est quand même une école jeune, mais en très forte croissance, puisqu'on a quand même plus de 50% de croissance en 5 ans, 6 ans. Et il est prévu qu'on atteigne environ 2000 étudiants d'ici environ 2025, si tout va bien. Et cette année, on a diplômé 335 ingénieurs, au mois de novembre dernier, donc pour vous donner une idée de la taille d'une promotion. On a 5 formations de niveau Bac plus 5. Je ne l'ai même pas mis tellement ça me paraissait aller de soi, mais on ne donne que des diplômes de Bac plus 5 ou plus. Il n'y a pas de diplôme intermédiaire dans une école d'ingénieur. Donc, on a une formation de paysagiste que je ne vais pas du tout détailler. Je vous laisserai aller voir mes collègues dans le bâtiment où se déroule la formation. Moi, je vais insister sur les formations d'ingénieurs. On en a 4 qui peuvent se faire, comme vous voyez, soit sous statut étudiant, c'est une formation universitaire classique, soit sous statut apprenti, donc en alternance avec un statut de salarié. Et donc, on fait des allers-retours école-entreprise pendant 3 années. L'apprentissage, et donc la partie spécialisée de la formation, ne commence qu'en 3e année. Donc, concerne les années 3, 4, 5. Excusez-moi, dans vos slides, il y a des formations qui ne sont que apprentissage ou que étudiant. Oui, tout à fait. Donc, le dernier, par exemple, démarre qu'en apprentissage. Voilà, donc vous ne pouvez l'intégrer qu'à partir de la 3e année. De toute façon, 1re et 2e année, je vais vous le montrer après, c'est un tronc commun où on donne l'essentiel des bases scientifiques et techniques pour ensuite que les élèves puissent s'orienter vers une de ces spécialités. Quelque chose qui est très important au niveau du choix de la formation, c'est que on n'a pas 2 années de prépa intégrée, puis 3 années d'ingénierie. Le cursus est vraiment conçu sur 5 ans, avec une augmentation progressive de la part d'ingénierie, des projets, des cours plus spécialisés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est continu sur 5 ans. Il n'y a pas de rupture à la fin de la 2e année. La part de sciences fondamentales décroît, la part de sciences plus appliquées, plus professionnalisées, évidemment, augmente petit à petit quand on s'approche de la fin. Vous avez plusieurs stages dans la formation, j'en parlerai après. Vous avez aussi tout ce qui va être humanité, c'est-à-dire les langues, la communication, mais aussi des bases de droit, d'économie ou de finance, des bases aussi qui sont liées à la psychologie, à la gestion d'équipe, à la gestion de projet, etc., qui sont répartis sur les 5 années de formation également. Et puis, la deuxième chose qui est tout à fait intéressante à noter, c'est qu'on parle orientation et métier dès la 1re année. Donc, vous avez à la fois un cours qui permet la découverte à la fois des métiers d'ingénieur, aussi de savoir identifier ses points forts, ses points faibles, ses goûts, les sujets qu'on n'a pas envie de traiter pour choisir une orientation en connaissance de cause et construire son parcours petit à petit.
Et donc cet accompagnement, il commence dès le premier semestre et il se poursuit jusqu'au début de la 5e année, puisque la fin de la 5e année, c'est un stage, donc les élèves ne sont plus dans l'école. Et donc ça, c'est une ouverture sur le futur métier dont vous n'avez pas l'équivalent si vous êtes dans une classe prépa. Donc le contexte dans lequel on travaille est vraiment différent, même si le programme de base de maths est à peu près le même. Et donc voilà comment est architecturée la formation d'ingénieur. Donc une première année qui est du tronc commun complet, qui est un programme quasiment commun à tous les INSA. Une deuxième année avec encore une grande partie de tronc commun, mais déjà une petite partie qui va dépendre des choix d'orientation. Donc cette deuxième année, vous avez un peu le même principe à l'INSA de Rouen, à Strasbourg, à Toulouse. Dans d'autres INSA, notamment Lyon, Rennes, la deuxième année, c'est encore 100% du tronc commun. Et le passage dans la formation spécialisée se fait entre la deuxième et la troisième année. C'est toujours spécialisé à partir de la troisième année. Et donc, nous, on a une spécificité en plus, c'est que comme on a 2 campus, il faut que les élèves se positionnent par rapport à cette future orientation dès la deuxième année, parce que ça va conditionner s'ils continuent leurs études à Blois ou à Bourges. En première année, tous les élèves sont à Blois, essentiellement pour des raisons de logistique, parce qu'on est à 100 mètres de la gare. Mais à partir de la deuxième année, il y a des élèves sur les 2 campus. Donc, on a 4 formations que je vais vous présenter après. Cette architecture explique pourquoi on recrute beaucoup en première année, mais aussi beaucoup juste à l'entrée de la troisième année, au moment où on se spécialise. On recrute un tout petit peu en deuxième et quatrième année, mais c'est tout à fait marginal par rapport au nombre d'élèves recrutés. Et puis, j'en profite pour signaler qu'on a 11 mois de stage en tout. Donc, il y a 1 mois de stage ouvrier en fin de première ou éventuellement de deuxième année, puis un gros stage de 4 mois en quatrième année et un encore plus gros stage de 6 mois la dernière année. Le stage de fin d'études qui souvent permet en grande partie de trouver le premier emploi. Donc maintenant, je vais détailler un tout petit peu les 4 formations d'ingénieurs qu'on propose. Donc une formation uniquement en apprentissage qui se fait sur le campus de Bourges avec le centre de formation supérieure d'apprentis Hubert-Curien et qui forme des ingénieurs là dans des domaines assez précis qui sont soit l'ingénierie des risques, donc on forme des ingénieurs sécurité par exemple, des gens qui vont faire de l'analyse de risque, de la prévention, qui vont être en charge de toute la politique de sécurité dans une entreprise, des gens qui vont être ingénieurs qualité, donc évidemment responsables de la qualité de la production et de tous les outils à mettre en place pour assurer cette qualité, et puis des experts de la maîtrise de l'efficacité énergétique, avec 2 thèmes. Conduire la stratégie énergétique d'une entreprise, avec éventuellement des stratégies de réduction de consommation, par exemple, ou de modification des ressources énergétiques employées, et puis tout ce qui va être autour de l'énergie dans le bâtiment, l'isolation, etc. Donc uniquement en apprentissage, donc accessible à partir de la 3e année. Accessible par des étudiants de l'extérieur ou par nos propres étudiants à la fin de leur 2e année. Ensuite, une formation très polyvalente qui est proposée sur le campus de Blois qui s'appelle Génie des systèmes industriels. Là, vraiment, le but, c'est de former des ingénieurs un peu touche-à-tout, un peu couteau suisse, qui sont à la fois capables de faire de la conception, qui sont formés dans les domaines de la mécanique, mais aussi de l'électronique, qui ont fait aussi pas mal d'informatique, donc qui sont capables de participer à l'élaboration de systèmes ou de machines complexes qui utilisent un peu toutes les techniques. Et ils sont capables d'intervenir sur tous les aspects d'une machine complexe. Ils sont aussi capables de gérer la production industrielle. Donc, il y a une formation scientifique, il y a aussi une formation technique et en génie industriel. Donc, vous voyez par rapport aux 5 options proposées que la diversité des débouchés est très grande, et même des domaines abordés, puisqu'on forme des ingénieurs d'affaires. On a une option qui les dirige vers le métier d'acheteur, une option orientée vers la conception et le bureau d'études dans le domaine du génie mécanique, et donc aussi des matériaux un petit peu. Une option qui les dirige vers
la conception de systèmes automatisés, de systèmes électroniques, de capteurs, etc., avec de l'informatique, de l'électronique, de l'automatique. Une option qui forme des gens qui vont plus être en charge de la gestion de la performance dans une industrie, donc des ingénieurs maintenance, peuvent être aussi éventuellement ingénieurs qualité, des gens qui vont assurer la fiabilité des systèmes, la sûreté de fonctionnement, des ingénieurs méthodes, des responsables de production. Et puis une option autour de la conception et l'optimisation de systèmes de production ou de distribution ou de stockage d'énergie, qui est une option qui vient d'ouvrir et qui répond à un besoin actuel très fort, que ce soit autour de l'hydrogène, du solaire ou d'autres technologies. Et c'est une formation qui peut se faire en apprentissage ou sous statut étudiant. Et quand elle se fait sous statut étudiant, on peut faire en parallèle de la dernière année un double diplôme, un master, en France ou à l'étranger, et on peut continuer avec un doctorat. Ce qui n'est pas possible quand on fait une formation en apprentissage. Parce qu'on n'a pas l'initiation à la recherche, puisqu'on est en entreprise, on n'est pas dans le contexte d'un laboratoire de recherche, par exemple. Autre formation qui se fait là uniquement sous statut étudiant, maîtrise des risques industriels, qui est aussi très polyvalente, parce que du risque, il y en a partout. Ça peut être du risque chimique, du risque lié à des machines dangereuses, ça peut être des risques liés à l'organisation du travail, etc. Donc c'est très très varié. Donc c'est aussi une formation très polyvalente. C'est un petit peu la spécificité de l'INSA Centre-Val de Loire, d'avoir des formations qui ne sont pas identifiés à un domaine scientifique, mais qui sont à cheval sur plusieurs domaines et d'avoir des profils plus polyvalents. Et donc, vous voyez, c'est pareil, des options qui concernent le risque un peu dans tous les domaines possibles. Alors, il y a des options un petit peu spécifiques, parce que dans le nucléaire, il y a des risques particuliers qui ne se traitent pas de la même façon, des réglementations spécifiques. Mais sinon, les autres risques, risques et systèmes industriels, c'est tout ce qui va être lié à, par exemple, des ingénieurs sécurité, vous en avez dans tous les domaines de l'industrie. Donc là, dans cette formation, on fait de la chimie, on fait de l'électronique, on fait de la robotique, on fait de la mécanique, des structures, par exemple, résistance d'une structure à une explosion. Donc c'est très pluridisciplinaire. Et comme la précédente, vous pouvez faire aussi un master en parallèle de la dernière année et éventuellement continuer avec un doctorat dans un des thèmes abordés dans la formation. La dernière de nos 4 spécialités est vraiment orientée informatique. Donc, elle s'appelle sécurité et technologie informatique, mais les débouchés, ce n'est pas seulement ingénieur sécurité informatique, ce sont d'abord des informaticiens. Et en plus, on développe chez eux une expertise sur tous les thèmes autour de la sécurité des systèmes informatiques. Donc, les 3 options donnent un peu 3 exemples de rôles qu'on peut assumer en tant qu'ingénieur sécurité informatique. Ça va être tout ce qui va être sécuriser un réseau ou un système contre les intrusions, le piratage, etc. C'est la première option, administration et sécurité des systèmes. Vous avez aussi tous les problèmes de conception de systèmes informatiques très complexes, où il va falloir que plusieurs programmes communiquent les uns avec les autres, qu'on assemble des modules programmés différemment. Et donc, il y a toute une méthodologie pour faire de la programmation fiable et de haut niveau. Donc, c'est aussi lié à des questions de sécurité de fonctionnement du logiciel, en fait. Et puis enfin, vous avez tous les systèmes communicants et l'informatique embarquée. Donc, les systèmes ubiquitaires, c'est ça, ce sont des systèmes qui ont des parties à des endroits différents, donc qui sont communicants. Là, c'est pareil, il y a un certain nombre de technologies et de méthodologies à mettre en place pour, par exemple, éviter des interceptions de données, éviter de la perte de données, etc. Et de la même façon, vous pouvez faire des masters en plus et vous pouvez aussi continuer en faisant de la recherche. Juste pour compléter ce que je viens de dire sur la recherche, donc la plupart des enseignants sont aussi enseignants-chercheurs. Ils appartiennent à des laboratoires qui souvent sont en co-tutelle de l'INSA et d'une université, parce que la recherche est vraiment, on va dire, pilotée à l'échelle régionale. Les établissements individuellement n'ont pas d'intérêt à avoir des activités de recherche isolées.
C'est très collaboratif la recherche, donc on a des associations à travers les laboratoires de recherche avec l'université de Tours ou l'université d'Orléans. Puisqu'en fait, il y a 3 établissements dans la région qui peuvent délivrer le doctorat et qui ont une politique de recherche propre, c'est l'INSA et les 2 universités. Donc vous allez retrouver l'essentiel des thèmes qu'on a abordés, des laboratoires d'informatique, des laboratoires de mécanique, un laboratoire qui va faire à la fois de la robotique, de l'énergétique et de la mécanique. Vous retrouvez tous les thèmes abordés dans le département maîtrise des risques, dans le département génie des systèmes industriels et dans le département sécurité et technologie informatique. Donc on a des équipes de recherche sur tous ces thèmes-là sur place, ce qui permet de préparer le doctorat à l'INSA. Ensuite, avant de passer aux admissions, il y a quelques points qu'on souhaite toujours aborder pour bien expliquer qu'on ne fait pas que des cours dans un INSA. On prépare aussi l'insertion professionnelle, on travaille aussi avec des entreprises, on fait travailler nos élèves sur des projets d'entreprise. En 5e année, les élèves ont un gros projet à faire au premier semestre. Un grand nombre le font sur des problématiques, voire des demandes issues d'entreprises. Donc ça permet de les habituer à l'exigence de résultats à laquelle ils devront faire face quand ils seront ingénieurs. Il y a aussi plusieurs stages, donc ils vont passer tous dans 3 entreprises dans leur cursus, pour presque finalement une année sur les 5 en entreprise, parce que 11 mois, c'est l'équivalent d'une année. Il y a aussi une formation à l'entrepreneuriat, alors qui est étalée sur plusieurs années, mais qui va plutôt concerner les élèves des années 3, 4, 5. Vous avez aussi la possibilité pour eux d'avoir un statut d'étudiant entrepreneur s'ils veulent travailler à la création de leur propre entreprise. Donc, il y en a plusieurs dizaines à l'INSA. Et il faut savoir qu'il y en a parfois dès la première année, qui arrivent avec déjà ce projet. Et donc, ils vont avoir un accompagnement par un chef d'entreprise. On travaille avec les chambres de commerce, en fait, sur ce sujet-là. Ils vont avoir du temps dégagé. Par exemple, quand leur projet commence à être abouti, au lieu d'aller en stage en 4e année, ils peuvent passer leur temps de stage à travailler au développement de leur activité. Ça, c'est quand même un gros accompagnement. Et c'est plusieurs mois de mis à leur disposition, finalement, pour leur projet. Et un incubateur pour les aider à créer leur structure et à la développer les premières années. Ensuite, il y a tout le côté international. Je ne vais pas le développer. On a un stand spécialement, vraiment, mais je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller voir mes collègues. Donc, tous les élèves qui sortent de l'école sont allés au moins une fois à l'étranger dans le cadre de leur cursus. Ça peut être un stage, ça peut être un semestre, ça peut être plusieurs semestres à l'étranger. Il y en a même qui partent plusieurs fois. Ils ont 3 stages à faire. Il y en a qui font leurs 3 stages dans 3 pays différents. Donc, c'est possible. Et donc, la possibilité de faire un double diplôme dans un pays étranger, ce qui permet d'avoir aussi un diplôme d'un autre pays, de niveau Bac+5. Donc, dans la plupart des autres pays, ça s'appelle un master. Donc, il va correspondre en plus à une spécialisation un peu plus poussée dans un domaine, ce qui peut leur ouvrir des postes plus orientés recherche-développement sur des thématiques un peu plus pointues. Et enfin, il y a tout le côté vie étudiante, alors, qui est très enrichissant, qui est aussi l'occasion pour les élèves d'échanger, pas seulement sur l'activité, mais de rencontrer des élèves de 2e, 3e, 4e, 5e année et d'échanger sur leur parcours, leur choix d'options, leur expérience à l'international pour ceux qui sont déjà partis à l'étranger, etc. Donc, toute une ouverture sur la suite de leur cursus dès la première année, ce qu'ils vont pouvoir faire et donc les bonnes questions à se poser aussi pour son orientation et son parcours. Bon, et puis évidemment, un côté ludique et vie sociale très important. Les élèves sont majeurs, ils sont autonomes et ils gèrent leurs associations avec leur président, leur secrétaire, leur trésorier. C'est des associations de loi 1901. L'INSA leur attribue des subventions en fonction de leurs demandes, mais ils sont totalement autonomes dans la gestion. Et donc, c'est être président d'une grosse association qui a un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça fait partie de leur formation. C'est un plus dans leur formation aussi. Voilà, je fais une petite pause
Peut-être y a-t-il des questions sur ce dont je viens de parler. Non, pas de questions qui viennent immédiatement. Donc maintenant, on va parler vraiment du recrutement. Donc comme je l'ai expliqué, on peut recruter de la première à la 4e année. Donc du coup, la présentation des recrutements est un peu longue parce qu'il faut qu'on envisage les différents cas possibles. Le recrutement en première, en 2e année et en 3e année sous statut étudiant est commun. Ça, c'est dans le statut des INSA, il y a un jury unique pour ces recrutements-là. Donc, tout est géré au niveau du groupe par le service concours central qui se trouve être à Lyon, mais qui travaille pour tout le groupe. Ensuite, vous avez des recrutements qui sont plus spécifiques à chaque formation et gérés par chaque école. C'est le recrutement en apprentissage en 3e année et le recrutement qui est très faible mais qui existe en 4e année. Donc là, on va prendre des gens qui sont déjà au niveau master dans le domaine, qui connaissent déjà le domaine correspondant aux spécialités parce qu'ils vont arriver en cours de spécialisation. Et donc, ça, c'est des profils très particuliers. Donc, chaque école gère ses exigences indépendamment. Et une chose importante, beaucoup de candidats en première année, notamment, sont intéressés par des filières spécifiques, alors filière internationale, filière sport-études, etc. Donc, toutes ces filières-là, ça se traite après l'admission. D'abord, on est admis dans un INSA, et puis ensuite, une fois qu'on est dans l'INSA, eh bien, il y a un travail avec les admis pour voir qui va aller dans quelle filière. Donc, à l'INSA Centre-Val de Loire, on a 240 places maximum en première année. Donc, on en a offert 190 cette année sur Parcoursup, sachant qu'il y a aussi des étudiants étrangers. Il y aura aussi quelques redoublants. Il y a aussi des sportifs ou artistes de haut niveau qui ont un cursus étalé. Donc, à la fin de leur première année, ils n'ont pas suivi tous les cours. Donc, leur 2e année, ils ont encore quelques cours de première année à suivre. Donc, il faut qu'on leur garde quelques places aussi. Donc, voilà, 240, c'est vraiment l'effectif maximum, tout compris en première année. Vous voyez qu'en 2e année, on recrute peu, 12 places maximum, et souvent moins d'ailleurs. En 3e année, 250 places, parce que là, on a beaucoup de recrutement pour l'apprentissage. On est une des écoles d'ingénieurs qui a le plus d'apprentis. Et un recrutement en 4e année qui est aussi anecdotique au niveau du nombre, qui permet de recruter des profils très spécifiques. Donc, on a un peu une charte éthique dans le groupe INSA qui a pour but de favoriser la diversité du recrutement. C'est très bon pour l'ouverture d'esprit des élèves et puis c'est très bon pour, on va dire, l'ambiance générale et le fait que les élèves soient préparés à finalement rencontrer des situations qu'ils n'avaient pas rencontrées dans leur vie précédente. Donc ça commence dans l'école et ça commence aussi par le fait d'être mélangé avec des gens qui ont des parcours très différents. Donc que ce soit par rapport à des situations sociales, par rapport au problème de la parité. Donc, on essaie de favoriser, de tendre le plus possible vers la parité parfaite entre garçons et filles, de permettre l'inclusion d'étudiants qui ont un handicap, etc. L'apprentissage aussi, qui permet d'avoir des profils différents, des gens qui ont des parcours tout à fait atypiques. On a déjà diplômé des gens qui avaient commencé leurs études par un CAP, puis qui, après de multiples méandres, sont réussis à rentrer dans l'école d'ingénieur et à avoir leur diplôme d'ingénieur. Bon, c'est lié aussi à la formation continue, puisqu'ils peuvent avoir finalement dans certains cours des gens qui ont déjà, je sais pas, 40 ans et qui ont déjà des enfants, qui ont déjà un parcours professionnel, qui reprennent des études. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui en termes d'ouverture d'esprit, de façon de voir les choses, leur permet de leur ouvrir les yeux sur certains aspects de la situation peut-être qu'ils rencontreront dans leur vie professionnelle. Et puis évidemment l'international, avec plus de 100 pays représentés parmi les étudiants, tous INSA confondus. On va dire qu'ici, on a une trentaine de nationalités différentes dans les promotions dès la première année. Donc je passe sur les animations. J'aurais bien voulu les supprimer, mais je n'ai pas pu. Des soutiens sous forme de bourses. Alors il y a les bourses standards et puis il y a des aides supplémentaires
proposées par certains INSA pour leurs propres étudiants. Nous, ici, on a une vingtaine de bourses en première année, en plus des bourses du Crous, pour les élèves, soit pour qui la bourse du Crous ne suffit pas, soit qui ne sont pas boursiers, mais qui ont besoin d'un peu d'aide, au moins la première année. Donc, on propose un soutien pendant la première année, plutôt sur critères sociaux. Il y a aussi des bourses au mérite qui peuvent exister, qui vont plutôt être plus tard dans le cursus. Il y a bien sûr accès aux aides au logement. Je précise aussi que les critères pour être boursier dans l'enseignement supérieur sont plus larges que dans l'enseignement secondaire. Donc le taux de boursier au lycée, c'est en dehors de 10%. Dans l'enseignement supérieur, c'est entre 30 et 40%. Donc ce n'est pas les mêmes critères, donc ça concerne beaucoup plus de monde. Il y a aussi possibilité d'avoir une garantie, une sorte de caution par l'État à travers l'inscription dans une école d'ingénieur qui permet, si les parents ne peuvent pas se porter caution, de le faire à leur place. Il y a une bourse pour les étudiants qui étaient boursiers déjà dans le secondaire, une aide de 500 € pour l'installation, le déménagement, etc. à l'arrivée, pour que les élèves ne soient pas handicapés par le coût initial au moment de la formation. Bien sûr, tous les boursiers sont dispensés des droits d'inscription. Et donc, il y a des aides spécifiques dans chaque INSA. Donc, nous, on est plutôt sur critères sociaux, l'INSA Lyon plutôt sur des bourses au mérite, mais à partir de la 3e année. Donc voilà, chaque INSA, finalement, utilise une partie des fonds collectés parmi les droits d'inscription pour aider les étudiants, soit sur des projets, soit par rapport à des situations sociales, qui peuvent être aussi des coups de pouce ponctuels, suite à un besoin de s'équiper. On a eu 1 ou 2 étudiants qui ont eu des accidents, qui ont été victimes de vols, etc. On est capable de leur donner des aides ponctuelles pour qu'ils surmontent ce genre de difficultés. Ensuite, on en parle très rapidement, je répondrai plutôt aux questions s'il y en a après. On a des filières internationales qui permettent aux étudiants d'être dans des groupes mélangés avec des étudiants étrangers et souvent non francophones. Donc c'est intéressant en termes d'échange. En termes d'échange culturel, en termes d'échange linguistique aussi. Et donc, on a des filières qui peuvent être bilingues ou en langue étrangère. Donc, on peut faire ses études en espagnol, en anglais ou en allemand. Après, ça dépend où. Étonnamment, l'allemand, c'est à Strasbourg et l'espagnol, c'est à Toulouse. Mais à Rouen, à Lyon, à Toulouse ou ici, vous pouvez faire votre première année en grande partie, voire complètement en anglais, par exemple. On a aussi les filières sport-études, art-études, qui permettent, avec un peu de soutien, des accords avec des conservatoires, des écoles de danse ou d'art, etc., de continuer une activité assez soutenue quand on a une passion qu'on veut continuer. Et pour ceux qui sont déjà à haut niveau, que ce soit les sportifs ou les artistes, on peut même avoir des aménagements d'études, étaler le cursus pour libérer plusieurs heures par jour pour une pratique intensive. Et là, c'est réservé à des gens qui ont déjà un bon niveau et des vrais projets. Par exemple, on a des musiciens qui jouent dans des orchestres régionaux, semi-professionnels, et donc, eux, ils ont vraiment besoin de répéter plusieurs heures par jour. Donc, on sait faire ça, on sait les accompagner. Ensuite, au niveau du recrutement proprement dit, en première année, on recrute des bacs généraux en grande majorité, mais aussi quelques bacs technologiques, uniquement l'INSA de Lyon et de Toulouse. Donc, je vais dérouler les différentes procédures de recrutement. Donc là, je vous laisse regarder ce qui vous concerne. Tout passe par Parcoursup. Vous avez un droit unique de candidature qui est de 105 € en général et qui est nul pour les boursiers. Vous devez remplir votre dossier unique sur Parcoursup, mais là, je pense qu'un certain nombre ont déjà commencé à le faire. Vous avez droit jusqu'à 10 vœux sur Parcoursup. Le groupe INSA formation d'ingénieur, c'est un seul vœu. Que vous soyez intéressé par une école ou par les 14, de toute façon, ça sera un vœu. Par contre, il y a des formations un peu différentes. Il y a un cursus qui est en collaboration avec Sciences Po, proposé à l'INSA de Rennes et de Toulouse. Là, c'est vraiment une admission séparée, parce qu'on rentre dans un cursus différent. Et donc, c'est aussi un vœu séparé sur Parcoursup. Ce n'est pas au même endroit, dans Parcoursup.
et ce n'est pas compté comme un sous-vœu, c'est un vœu à part. Donc si vous candidatez aux deux, formation d'ingénieur pur ou formation mixte ingénieur Sciences Po, ça vous fera 2 vœux parmi les 10 possibles. Et si vous êtes aussi intéressé par la formation de paysagiste, qui recrute aussi au niveau bac, c'est aussi un vœu séparé. C'est une formation qui n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes critères que pour les formations d'ingénieurs, donc c'est un vœu séparé. Alors, je ne l'ai jamais vu le cas, mais donc vous pouvez faire 3 vœux différents, rien que pour le groupe INSA. Ce qu'on vous conseille vivement, au moins au moment où vous vous inscrivez, c'est de cocher beaucoup d'écoles pour maximiser vos chances. Parce que la loi de l'offre et de la demande étant ce qu'elle est, il y a des INSA qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Donc si vous ne cochez qu'un INSA et que c'est justement le plus difficile, vous avez une chance sur 10 de l'avoir. Je pense à l'INSA Lyon, en gros c'est ça. 21 000 candidats, dernier admis l'an dernier, 2100e, donc 1 sur 10. Donc si vous cochez que l'INSA Lyon, il faut vous attendre à ce que vous ayez de grandes chances de ne pas être pris. Par contre, vous pouvez cocher plusieurs INSA, vous aurez des formations équivalentes en termes de qualité et vous avez un maximum de chances de les avoir. Et au moment où vous serez admis, si finalement ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours dire non. De toute façon, c'est vous qui décidez à la fin. Nous, on ne fait que des propositions. Et ça, c'est sous le même vœu. Sous le même vœu, tout à fait. Alors, les recommandations, finalement, ce sont les attendus qui sont sur Parcoursup. Nous, on fait beaucoup de sciences, donc on a besoin de gens qui ont déjà des acquis solides en sciences, c'est-à-dire essentiellement en mathématiques et en sciences physiques. Puisque pour les autres sciences, on reprend quasiment à zéro, donc on n'a pas besoin d'avoir d'acquis dans les autres matières. Mais on ne peut pas reprendre à zéro en mathématiques en première année au niveau seconde, c'est évident. Donc, ça impose quasiment de faire des spécialités scientifiques au lycée. Je vous donnerai le détail après. Donc, mathématiques, sciences physiques ou sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup de points communs entre les deux, donc l'un ou l'autre va très bien. De bons acquis en français et en langue, il faut faire attention, en ingénieur, ça produit beaucoup de rapports écrits, ça fait beaucoup de présentations orales, ça doit lire beaucoup de documentation, faire des synthèses. Donc, il faut être quand même à l'aise en français, à l'écrit comme à l'oral, et au minimum en anglais. Sur la LV2, on n'a pas d'exigence de niveau. Dans le monde de l'ingénierie, souvent on parle en anglais, donc c'est plus l'ouverture culturelle qui nous intéresse dans la LV2. Mais voilà, plus vous êtes à l'aise en langue, mieux c'est. Et puis, si vous êtes intéressé par le cursus ingénieur Sciences Po, évidemment, l'histoire géo, la philosophie, ça compte aussi. Et ça sera pris en compte dans le dossier de candidature. Il faut être conscient que vous allez avoir beaucoup de travail en équipe. Donc, il faut avoir un intérêt pour le travail en équipe. Les gens qui aiment bien le travail solitaire vont avoir un profil peut-être qui va plus correspondre à une classe prépa. Pour nous, il faudra qu'ils travaillent en groupe, au moins pour certaines activités, au minimum pour les projets et pour les TP. Et puis dans leur métier plus tard. Je vais en reparler, mais il est possible de ne pas avoir gardé les mathématiques en terminale. À ce moment-là, il faut absolument avoir quand même l'option mathématiques complémentaire. Sinon, c'est rédhibitoire. Votre candidature ne pourra pas être acceptée. Donc, en termes de parcours, de choix de spécialité, il y a peut-être d'ici des lycéens qui ne sont pas encore en terminale. Alors, en première, il faut absolument avoir mathématiques et soit sciences physiques, soit sciences de l'ingénieur. Il faut avoir au minimum un bon niveau de fin de première, même si après, on fait autre chose. Sinon, c'est pareil, c'est rédhibitoire, le dossier sera écarté. La troisième spécialité est complètement libre. Il y a des classes prépa qui demandent 3 spécialités scientifiques. Nous, ce n'est pas notre cas. La troisième, ceux qui veulent faire des langues, ceux qui veulent s'initier à l'économie, il n'y a aucun problème. On trouve même ça intéressant. Et par contre, il faut au moins ces 2 disciplines scientifiques-là. Ensuite, en terminale, ça va un peu dépendre de ce que vous aviez en première. Vous allez être obligé de garder 2 spécialités scientifiques en terminale. Ceux qui avaient en première, par exemple, mathématiques, sciences de l'ingénieur et l'anglais, je ne sais plus le nom exact, mais il y a une spécialité autour des langues vivantes, vous êtes obligé d'abandonner la spécialité langue vivante en terminale.
Puisque si vous arrivez avec un dossier de terminale avec une spécialité maths, une spécialité anglais, ça ne sera pas possible. On n'aura aucune deuxième spécialité scientifique. C'est rédhibitoire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire mathématiques et physique-chimie. Mathématiques et sciences de l'ingénieur, ça va très bien. Mathématiques et informatique, ça nous va aussi. Mathématiques et SVT, ça nous va aussi, pourvu que vous ayez fait aussi physique-chimie ou sciences de l'ingénieur en première. Par contre, regardez mathématiques. C'est très fortement conseillé, parce que c'est le point le plus difficile après en première année. Alors, pour ceux qui vraiment adoreraient les sciences physiques et la SVT, il est possible d'arrêter la spécialité mathématique en terminale si on prend les mathématiques complémentaires. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a bien souligné là que dans ce cas-là, on va regarder de près la qualité du dossier, c'est-à-dire que la note de maths de première et en maths complémentaire, on va exiger qu'elle soit vraiment très bonne. Est-ce que vous faites 2 fois moins de maths que les autres? Il faut que vous soyez vraiment très bon dans cette partie-là parce que vous aurez du retard à rattraper. L'an dernier, la barre était à 17, c'est-à-dire en dessous de 17, on ne regardait pas le reste du dossier, c'était éliminatoire. Sur la première et l'option de terminale. Donc ça, c'est le jury qui décide chaque année. Mais en gros, ça ne va pas bouger énormément. En fait, on va voir cette année, avec ceux qui ont été recrutés, s'ils ont bien réussi, là, on va pouvoir assouplir un peu le critère. Et si on voit qu'ils ont eu des difficultés, on va le maintenir, voire le monter. Donc vraiment, ce n'est pas recommandé. Pour faire des études d'ingénieur, ce n'est pas cohérent d'arrêter les maths en terminale, en fait. On a tellement besoin des mathématiques après que quelque part, ça veut dire que dans votre esprit, les études que vous envisagez ne correspondent pas exactement à ce que nous, on souhaite vous faire faire. Et à ce qu'on va avoir besoin de vous faire faire, en fait, plus exactement. Donc voilà les différentes possibilités. Alors, si jamais vous n'êtes pas dans cette situation, parce que j'ai eu le cas sur des forums, il est possible de rentrer dans un INSA en 3e année, j'en ai parlé. Donc, dans ce cas-là, si vous avez malheureusement gardé une spécialité non scientifique en terminale, il faut envisager de passer soit par une licence, soit par un IUT, et candidater en 3e année. Donc, c'est quelque chose qui est important à savoir. Aujourd'hui, il y a énormément de passerelles entre les formations. On peut rebondir. Il y a des possibilités de formation de transition. Même après un IUT, il y a des classes qui s'appellent ATS qui permettent de se renforcer pour revenir dans une école d'ingénieur. Ça peut demander 1 an ou 2 de plus, mais il y a beaucoup de possibilités de revenir dans une école d'ingénieur, même si au début, on n'avait pas pris forcément la voie royale. Je vous ai dit tout à l'heure, on a diplômé ingénieur des gens qui avaient commencé par des CAP. Donc aujourd'hui, on peut rebondir. C'est des parcours qui étaient impossibles il y a 20 ou 30 ans, mais qui sont possibles aujourd'hui. Voilà, et puis tous les dossiers particuliers, donc élèves en situation de handicap ou de maladie grave qui ont des traitements lourds, les sportifs de haut niveau qui ont parfois des bulletins incomplets parce qu'ils ont beaucoup de compétitions et qui sont absents à certains devoirs, les artistes de haut niveau, etc. Il y a un certain nombre de dispositifs, de types de dossiers qu'on va regarder de plus près, auxquels on ne va pas juste appliquer le traitement standard pour tenir compte de leur situation particulière. Et justement, favoriser la fameuse diversité dont je vous ai parlé au début. Forcément, ça passe par un examen plus attentif de ces dossiers-là. Si vous avez l'option maths experte en terminale, c'est très bien, c'est une très bonne préparation, mais sachez que ça ne sera pas pris en compte pour l'admission. Ça ne va pas vous désavantager de ne pas l'avoir pris, ça ne va pas vous avantager de l'avoir prise. Ça sera un avantage parce que vous serez plus à l'aise en maths l'année prochaine, ou en première année. Mais ce n'est pas pris en compte au moment du recrutement lui-même. Et toutes les candidatures des bacheliers des anciens bacs scientifiques sont examinés à part puisqu'ils n'ont pas les mêmes bulletins, ce n'est pas les mêmes matières, ce n'est pas les mêmes coefficients, etc. Donc, on les examine quand même, mais ils sont jugés différemment. Là, vous avez un petit aperçu des nombres de places. Alors, c'est le nombre de places de l'année dernière, mais à quelques unités près, ça sera exactement les mêmes cette année. Donc, vous voyez, 2200 places pour les bacs généraux en première année. Il y a à peu près 75 places pour les bacs technologiques, je vais en parler après. Et puis, il y a
quelques 200 à 300 places pour les bacs autres de tous les autres pays, que ce soit la Belgique, les pays francophones comme le Maroc et la Tunisie, les pays non francophones, puisqu'on a des filières internationales. Donc, il y a voilà, en tout à peu près 2500 élèves en première année, tout compris dans le groupe INSA. Au niveau du recrutement, donc on est sur un examen de dossier scolaire d'abord. Donc, les notes qui comptent, ce n'est pas toutes les notes, ce n'est pas la moyenne générale, c'est les notes de spécialité, les notes de français, les notes de langue, puisque c'est les matières dont je vous expliquais qu'elles étaient importantes pour nous. On harmonise les notes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas vos notes brutes. 14 en maths, suivant la classe où vous êtes, suivant le lycée où vous êtes, ça ne veut pas forcément dire la même chose. On regarde aussi votre classement dans la classe. On regarde aussi, il y a des coefficients différents pour les différentes matières. La terminale compte plus que la première. Il y a toute une mécanique complexe qui utilise toutes ces notes-là. Oui, ça c'est fait de manière automatisée. Enfin, calcul de moyenne, l'harmonisation aussi. Donc, on regarde où vous êtes situé par rapport à la note la plus haute de la classe, la plus basse, la moyenne de classe. On a aussi le rang. Donc, il y a un calcul complexe qui mêle à la fois la valeur de la note par rapport aux autres notes de la classe et le classement pour essayer de rééchelonner toutes les notes sur une même échelle, en fait. C'est ça l'idée. Ensuite, il y a un entretien. Alors, l'entretien ne va pas concerner tout le monde. Une fois qu'on a analysé tous les dossiers, nous, on sait, avec la statistique et l'historique, que la grande majorité des élèves qui vont finir par être admis dans un INSA, pas tous, mais disons dans les 3/4, sont dans le premier quart du classement. Donc, c'est le premier quart du classement qui passe en priorité l'entretien. Ça veut dire que si vous n'êtes pas convoqué à l'entretien, vous n'êtes pas dans le premier quart. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas admis. Ça veut dire qu'il y a très très peu de chances que vous soyez admis à l'INSA de Lyon ou de Toulouse. Et pour le reste, on ne peut rien dire. Surtout que ce qui était prévu, c'est qu'on prenne aussi les notes de bac. Alors, depuis la semaine dernière, ça, c'est très remis en cause, parce que les épreuves de bac étant décalées entre le 10 et le 13 mai, je ne suis pas sûr du tout, je suis même à peu près sûr qu'on n'aura pas les notes à temps pour les intégrer dans le classement qu'on doit rendre à Parcoursup, je ne sais plus, le 27 mai ou un truc comme ça. Donc, à moins que Parcoursup décide de tout décaler d'une semaine, et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Donc, sous réserve d'adaptation de calendrier, probablement les notes du bac, cette année encore, ne seront pas prises en compte. Mais c'était prévu qu'elles le soient, avec un assez gros coefficient, puisque ce sont des épreuves nationales, tous les candidats passent la même, donc c'est intéressant pour pouvoir les comparer. Ensuite, tous les différents profils, les différentes spécialités, les profils sportifs de haut niveau, handicap, etc., sont analysés séparément. À la fin, on essaie de remettre tout ça sur une échelle commune et on rend à Parcoursup un classement unique avec tous les candidats. Et là, on ne maîtrise plus. C'est-à-dire que ce sont les vœux des candidats qui vont après décider qui va être pris où. Vous allez avoir des propositions. Je passe sur les détails du classement, je pense que ce n'est pas très intéressant de rentrer plus dans le détail. Mais vous allez avoir sur Parcoursup, vous, des propositions. Ceux qui sont très très bien classés seront admis partout où ils ont demandé. Ils feront un choix. Et donc, ça libérera une place dans toutes les autres formations. Une place qui sera reproposée les jours suivants à ceux qui sont un petit peu plus loin dans le classement, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, vous avez des places qui vous sont proposées. Vous dites oui ou vous dites non. Enfin, vous choisissez parmi ce qui vous est proposé. Et puis, vous avez un système de liste d'attente. Et normalement, vous avez comme information votre classement, votre position dans la liste d'attente. Et si ça se fait bien comme les années précédentes, vous aurez aussi l'information du dernier admis l'année précédente. Enfin, une indication à peu près pour essayer d'évaluer si vous avez des chances statistiquement et si ça vaut le coup d'attendre pour avoir une place dans telle ou telle formation. Ce n'est pas fiable à 100%, mais comme on est sur des très grands nombres de candidats, c'est quand même très stable d'une année sur l'autre.
Donc pour le double diplôme INSA Sciences Po, c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'on prend aussi en compte les notes d'histoire-géographie et de philosophie en terminale. Mais sinon, c'est le même déroulé, ce sont les mêmes critères. D'ailleurs, c'est le même jury en fait, hein, qui étudie les candidatures pour les deux cursus. Vous avez un cursus un petit peu différent à Toulouse et à Rennes, c'est-à-dire que l'équilibre entre les cours d'ingénieur et les cours correspondant au cursus Sciences Po n'est pas exactement le même, et ce n'est pas organisé tout à fait de la même façon dans les deux. Vraiment, à Toulouse, vous faites les 4 premières années d'ingénierie complètement. Donc, c'est pour ça que les critères d'admission sont exactement les mêmes que pour la formation ingénieur, en termes de notes de maths, sciences physiques, etc. Alors qu'à Rennes, dès les premières années, c'est un petit peu aménagé pour pouvoir faire de front les deux. Donc la candidature, c'est via Parcoursup. C'est un vœu différent, j'en ai déjà parlé. Si vous candidatez pour des formations d'ingénieur ou pour le cursus mixte, vous ne payez qu'une fois. C'est toujours bon à savoir. Le nombre de places est beaucoup plus limité. C'est des petites formations. Ça correspond à un profil professionnel quand même très particulier. C'est un peu une niche, donc ce sont des petits effectifs. Bon, l'examen des dossiers, je passe très vite parce que c'est exactement les mêmes critères avec juste les 2 matières en plus, histoire-géographie et philosophie. Un petit point sur les bacs technologiques, on en prend peu, parce que c'est vrai que pour eux, ça peut être plus difficile, et donc il faut qu'ils aient une pédagogie adaptée. Donc ils sont, pendant les premières années, dans des groupes séparés des bacs généraux. Ils vont avoir un programme allégé en technologie, puisqu'ils en ont déjà fait davantage, et du coup, ils vont avoir du soutien et une pédagogie un peu différente en maths, et surtout en maths, et un peu en physique-chimie. En particulier, le fait d'être toujours en petit groupe fait qu'ils n'ont pas de cours en amphi, qu'on peut aborder les choses plus progressivement. Donc, il n'y a pas beaucoup de places. 40 places à Toulouse, qui fait 2 petits groupes, et seulement 24 places à Lyon, qui ne fait qu'un groupe. Donc, 64 places, si vous comptez bien, pour, bon an, mal an, autour de 700 candidats. Donc là, c'est vraiment très sélectif. Et il faut être au niveau mention très bien dans son bac techno pour avoir de bonnes chances d'être pris. Et pour donner un petit peu on va dire un repère en termes du niveau pour candidater avec de bonnes chances. La petite subtilité, c'est qu'à Toulouse, ne prend que des bacs STI 2D, alors qu'à Lyon, ils sont aussi ouverts au bac STL, uniquement pour ceux qui auraient l'option sciences, physique et chimique en laboratoire, parce qu'il y a plusieurs options dans la filière STL. Une autre option qui est plus orientée chimie et bio, qui ne convient pas pour le cursus d'ingénieur qu'on propose. Donc après, les modalités sont à peu près les mêmes. Un examen sur dossier. Alors la différence, c'est qu'à la fin de cet examen sur dossier, il y a des dossiers qui sont refusés. Et par contre, tous ceux qui sont classés passent obligatoirement tous l'entretien, et l'entretien peut être même éliminatoire. Donc c'est un petit peu plus sévère au niveau de la sélection. Et puis sinon, de la même façon, on comptait prendre en compte les notes de spécialité en terminale, et probablement on ne pourra pas cette année. On a une réunion lundi soir pour trancher sur ces points-là. En fait. Il n'y a pas de possibilité de faire une filière sport-études ou autre quand on est dans ces groupes-là, puisqu'il y a une pédagogie adaptée, des emplois du temps spécifiques, ce n'est pas compatible avec les autres aménagements. Là, le but, c'est vraiment permettre à des bacheliers technologiques de réussir dans des études d'ingénieurs assez exigeantes. Ensuite, recrutement en 2e année, toujours le même principe, dossier et entretien. Donc, je vais passer assez vite parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens concernés dans l'assistance. C'est ouvert à des étudiants en fin de première année de licence, il faudra qu'ils aient un très bon dossier, ou à des élèves qui avaient choisi une classe prépa, qui se rendent compte au bout de la première année qu'ils ont décidé dans quelle école ils veulent aller. Ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la 2e année s'ils savent que c'est un INSA qui les intéresse. Ils peuvent candidater en fin de maths sup. Évidemment, par contre, clairement, il ne faut pas considérer ça comme une réorientation. C'est vraiment une bifurcation.
il faudra avoir un assez bon dossier, être en réussite bien sûr dans sa prépa pour pouvoir être admis. On offre une centaine de places et on a chaque année entre 600 et 800 candidats. C'est ouvert aussi à des étudiants qui seraient dans un cursus équivalent à l'étranger, mais en fait, c'est quand même essentiellement des élèves de classe prépa qui sont recrutés à ce moment-là. Parce que c'est vraiment la formation qui permet d'avoir le même niveau et de bien réussir après. Ça concerne tous les INSA et une partie seulement des écoles partenaires. Il y en a qui ne recrutent pas du tout en deuxième année. C'est un recrutement sur dossier. Donc, à la suite de l'examen du dossier, vous pouvez être admis directement, refusé directement, ou pour une petite part des candidats, on est dans l'incertitude, donc on demande un entretien complémentaire. Et donc, après l'entretien, vous avez la décision finale, vous êtes admis, vous êtes refusé, ou éventuellement, vous pouvez être en liste d'attente quand il y a beaucoup de candidats. Le candidat peut faire 3 vœux, donc vous ne pouvez pas non plus candidater partout, n'importe comment. Il faut quand même réfléchir en termes de spécialité. Et les candidatures se font directement sur le site du groupe INSA. Ce n'est plus du tout dans Parcoursup. Parcoursup, c'est que niveau bac. Au-delà, c'est des candidatures spécifiques sur des sites spécifiques. Donc nous, c'est le site du groupe INSA qui gère ça. En troisième année, c'est un peu le même principe. Dossier, entretien. Avec une petite particularité, c'est qu'en troisième année, on a vraiment 2 profils différents. Les élèves qui sont en prépa et les élèves qui sont plutôt dans des filières universitaires, IUT, licence. Donc on ne les traite pas de la même façon parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes études et ils ne sont pas comparés entre eux. Donc il y a un recrutement pour les CPGE d'un côté qui passe par un grand portail national où toutes les écoles d'ingénieurs recrutent les classes prépa. C'est l'équivalent de Parcoursup pour les prépas. Et puis, il y a une procédure d'admission pour les élèves qui sont en IUT ou en licence essentiellement. C'est 100% sur dossier. Et comme pour les deuxièmes années, il y a un premier examen des dossiers. Certains sont pris directement, d'autres sont refusés directement et d'autres vont être convoqués à l'entretien. Et après l'entretien, de nouveau, décision finale, admis, refusé ou liste d'attente. Ce sont des jurys communs à tous les INSA. Une chose importante, c'est hors apprentissage, parce que l'apprentissage, je vous l'ai dit, c'est géré par chaque école, donc ça ne rentre pas du tout dans ce processus de jury commun, groupe INSA. Donc, on n'utilise pas de concours, même pour les prépas. Là, vous avez un peu plus de détails. Vous avez le dossier scolaire, l'environnement aussi. Toutes les classes prépa n'ont pas le même niveau, donc ça, on en tient compte. En prépa, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de matières. Donc, il y a les matières scientifiques qui dominent. Il faut aussi quand même une langue et du français, donc on en tient compte. En fait, c'est un peu les mêmes critères qu'en première année, mais adaptés pour les programmes de classe prépa. Je passe sur les détails pour mesurer le niveau des classes prépa. Et là, tous les candidats retenus vont passer un entretien. Pour les classes prépa, c'est vraiment indispensable. Comme je vous l'ai dit un petit peu au début, souvent, ils ont du mal à se projeter. Donc, pour nous, c'est important de comprendre leur projet d'études. Donc, l'entretien est indispensable pour eux. Et à la fin, il y a un classement avec le dossier et l'entretien. Pour ceux qui ne sont pas en classe prépa, donc je vous l'ai dit, c'est le dossier. L'entretien, ça ne sera pas pour tout le monde, que pour ceux qui sont un peu entre deux, pour lesquels on a un doute. Et ce qui est important, c'est qu'il existe un tableau qui est dans les brochures, qui est sur le site internet, qui va pouvoir vous dire, suivant votre formation en Bac+2, dans quel IUT vous êtes, éventuellement dans quel BTS, à quelle spécialité vous avez le droit ou pas de candidater. Là, c'est vraiment des profils. Un IUT génie électrique et informatique industrielle, il ne pourra pas candidater à une spécialité mathématiques appliquées ou biochimie, évidemment. Donc, il y a des critères. Chaque formation a défini quel profil elle peut recruter. Oui. Là, vous avez droit à 6 vœux, donc on vous conseille d'en mettre 6. Souvent, ça va vous permettre quand même, pour chaque profil, de balayer, par exemple, une spécialité quasiment dans chaque INSA,
ou plusieurs spécialités dans des domaines un petit peu différents, mais autour d'une thématique proche de celle de votre filière d'IUT, par exemple. Et puis après, éventuellement, vous aurez de toute façon la possibilité de refuser l'admission si la spécialité qui vous propose une place ne vous convient plus, après réflexion. C'est très difficile de faire des statistiques. Les spécialités ont des critères de sélection différents. Il y a des spécialités qui recrutent beaucoup à Bac+2, 40, 50, 60 places. Des spécialités qui n'ont que 3, 4, 5 places. Donc, c'est très difficile de comparer les chances d'être admis d'une spécialité à l'autre. Donc là, tous les cursus de niveau Bac+2 sont possibles. Et après, c'est un examen des dossiers vraiment individuels. Quasiment tout le groupe INSA est concerné. Il y a quelques écoles partenaires qui ont gardé des recrutements spécifiques sur concours parce qu'elles sont rentrées dans le groupe INSA récemment et elles sont en train d'évoluer petit à petit vers le recrutement commun. Tout se gère sur le site du groupe INSA. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas passer par Parcoursup. C'est là que vous avez les informations, c'est là que vous avez la procédure. C'est des candidatures en ligne qui sont dématérialisées. Vous avez juste à scanner, à déposer finalement les scans des documents demandés. Pour l'apprentissage, je vais passer très vite, il faut contacter directement l'école qui vous intéresse. Et même parfois, dans une même école, 2 formations en apprentissage sont gérées séparément. Parce que ce n'est pas avec les mêmes partenaires, ce n'est pas les mêmes critères d'admission, ce n'est pas les mêmes calendriers parfois. Donc là, c'est très spécifique. Simplement, il y a de l'apprentissage partout. Hein. Là, c'est une petite grille. Vous voyez que des formations en apprentissage, il y en a beaucoup. Ça se développe énormément. La plupart de ces formations n'existaient pas il y a 5 ans, ou en tout cas pas en apprentissage. Donc, c'est une voie de formation qui est très développée, qui marche très bien. J'attire juste votre attention sur un détail. Parfois, la formation en apprentissage conduit exactement au même diplôme que la formation sous statut étudiant. C'est la même qui est déclinée sous 2 formes. Parfois, c'est des formations spécialement en apprentissage qui conduisent à un diplôme différent des diplômes sous statut étudiant. Ça, c'est une chose que vous pouvez regarder si vous voulez voir l'apprentissage. Pour tous les jeunes qui sont encore au lycée, de toute façon, il n'y a pas urgence. Le choix de l'apprentissage, ça se décide en général la 2e année. C'est à ce moment-là qu'on choisit sa spécialisation, qu'on choisit ou pas de partir faire de l'apprentissage ou de rester continuer ses études en statut étudiant. Mais c'est important, je pense, de savoir que ça existe et que c'est même de plus en plus répandu. Je passe sur les détails. Vous avez les mêmes modalités en 4e année avec des procédures très spécifiques qui sont gérées spécialité par spécialité. Et j'ai fini. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, je donne la parole à tous les gens qui voudront poser des questions. Et je vais arrêter l'enregistrement.